Bon, j'aimerais d'abord évidemment remercier les organisateurs donc, de cette conférence, de ce colloque, Pierre-Étienne Ville et Jiang Xiping, pour l'opportunité, l'occasion qu'ils m'offrent ici de venir parler donc d'un sujet qui m'intéresse depuis un certain temps maintenant. Et j'ai intitulé donc cette communication « La forme des villes, histoire urbaine chinoise et sinologie française au XXe siècle ». Et on va voir qu'on s'éloigne peut-être un tout petit peu du Collège de France, mais on reste malgré tout dans la sinologie française. Alors, cette communication a pour objet donc de présenter comment la ville en Chine a été abordée. Bon. Comment la ville en Chine. Ah oui, on entend mieux. Comment la ville donc en Chine a été abordée par les sinologues français au cours du siècle dernier. Je ferai juste deux remarques en introduction, en préambule. D'abord, j'ai évidemment dû faire un choix. Et ce choix a pris appui sur des critères qui sont, je le crains, assez peu objectifs. C'est-à-dire c'est mon propre intérêt pour la question qui m'a mené à choisir les travaux et les auteurs dont je vais parler. Et j'espère évidemment que ce parti pris et les lacunes qui pourraient en découler, j'espère qu'on me les pardonnera. Ceci dit, et c'est la deuxième remarque, il y a un certain avantage, malgré tout, lorsqu'on étudie la ville, c'est que le phénomène urbain et son évolution historique dans le cas de la Chine n'a pas reçu l'attention qu'il a pu recevoir ailleurs, et je pense en particulier évidemment à l'Europe. Et cette caractéristique vaut évidemment pour la sinologie française, mais pas seulement. Et donc ça a évidemment simplifié les choix que j'ai eu à faire. Pour cette présentation, j'ai choisi de porter l'éclairage sur trois moments clés, il me semble. D'une part, la période antique, ensuite, le passage du Moyen-Âge au temps moderne, et par là, j'entends le passage, le demi-millénaire en quelque sorte, donc quand même une période assez longue, entre les Tang et les dynasties des Song et des Yuan. Et ensuite, enfin, l'époque contemporaine, et plus particulièrement les débuts du XXe siècle, la période républicaine. Bon, je vais gagner un peu de temps. Je ne vais pas suivre, en fait, dans la présentation, l'ordre chronologique. Je vais débuter par la période récente, en partie parce que je pense que l'historien se doit d'être attentif au mouvement des temps présents et qu'en la matière, comme tout un chacun le sait probablement, la Chine connaît aujourd'hui évidemment des bouleversements très importants sur le plan des villes. Mais en fait, je vais parler un tout petit peu des temps présents, mais je vais surtout, pour cette période-là, m'intéresser aux années républicaines, donc 1912-1949. Ensuite, je remonterai à l'Antiquité, à la période féodale, pour un bref excursus, et je terminerai donc par la période de transition du Moyen-Âge au temps moderne, forcément une période charnière, et pour laquelle quelques grands noms, ou sur laquelle, on va dire, quelques grands noms de la sinologie française se sont penchés sous l'angle de la ville. Donc, la première partie, que j'ai intitulée « La ville en Chine, un sujet d'actualité ». Donc, la question urbaine aujourd'hui en Chine est au cœur de l'actualité. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop s'étendre là-dessus. Pour l'historien, il me semble qu'il y a un phénomène, un aspect, une tendance qui résume bien la situation, alors que le taux d'urbanisation a stagné, ou en tout cas plafonné tout au long du XXe siècle à environ 20%. Dans les 3 dernières décennies, comme on sait, il a augmenté, il a cru de manière très importante. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça tombe assez bien, puisque les années 2013-2014 sont celles du basculement de la Chine vers une société urbaine plutôt qu'essentiellement rurale, puisque depuis cette année ou l'année dernière, on estime que 50% de la population chinoise aujourd'hui réside en milieu urbain. Donc ce qu'on peut dire évidemment, c'est que la Chine a connu ces dernières années un processus de transition urbaine extrêmement rapide et peut-être le plus rapide de l'histoire. Alors évidemment tout ça, ça interpelle. Mais en fait, je vais pas, donc comme j'ai dit, je vais pas parler de cette période-ci, mais simplement il me semble que ce dynamisme urbain actuel en Chine fait écho à la situation qui prévalait avant ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus souvent la parenthèse maoïste, les années 50-80. Et par ce terme de parenthèse, je ne veux surtout pas dire que cette période n'a eu aucune importance, bien entendu. Donc, je dis, ce dynamisme présent des villes fait écho
il me semble, à la situation qui prévalait avant 1949 et peut-être encore plus avant 1937, c'est-à-dire avant la Deuxième Guerre mondiale, ou en tout cas les débuts de la guerre sino-japonaise. Alors cette comparaison a ses limites, évidemment. Tout d'abord, à l'inverse de leurs pendants contemporains, les autorités de la Chine républicaine n'ont jamais élaboré de programme systématique d'urbanisation du pays, si bien que le dynamisme urbain y fut avant tout circonscrit aux centres urbains les plus importants. Aujourd'hui, quand bien même ces mêmes villes, donc Shanghai, Pékin, etc., demeurent aux avant-postes de l'urbanité chinoise, la véritable révolution se produit aussi aux niveaux inférieurs de la hiérarchie citadine. Mais ce qui est intéressant surtout dans cet écho entre les deux périodes du XXe siècle, c'est qu'il me semble que dans le cadre de la contribution de la sinologie française à l'histoire urbaine chinoise, les travaux sur la période républicaine sont probablement ceux qui ont eu l'impact le plus diffus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire justement de cette histoire urbaine chinoise à la française pour la période républicaine ? Tout d'abord, évidemment, on peut mentionner un nom, le nom probablement qui revient le plus à l'esprit, c'est celui de Marie-Claire Bergère, dont les travaux, aux côtés évidemment de toute une série de chercheurs anglo-saxons, mais aussi de quelques-uns de ses élèves en France, ont largement contribué à donner à cette période ses lettres de noblesse d'un point de vue de l'histoire des villes. Alors, au cœur de la plupart de ces travaux et des propos qui ont été développés sur ces questions figure, je pense que vous le savez bien, la ville de Shanghai. Principalement, pas uniquement évidemment, mais bien principalement, une ville dont la destinée a été singulière à partir du milieu du XIXe siècle et plus encore peut-être dans la première moitié du XXe. Et c'est donc en étudiant ce port situé non loin de l'embouchure du fleuve Bleu que Marie-Claire Bergère a forgé la formule d'âge d'or de la bourgeoisie, et non pas de la bureaucratie, de la bourgeoisie chinoise pour désigner la période qui couvrait ou qui a couvert les premières décennies du régime républicain. Et par cela, elle voulait mettre en lumière la position à la fois centrale de la ville à l'époque sur le plan économique, politique aussi et culturel, en décrivant notamment l'affirmation d'une classe sociale citadine dont les intérêts étaient étroitement liés au grand commerce et au monde des affaires. Donc cette étude est toute, si l'on prend tout l'ensemble, si vous voulez, de la production, non seulement française, mais aussi mondiale, autour de la sinologie à travers les divers pays, qui s'est consacrée donc à cette période et à ce sujet des villes. Il me semble tout cela, avec des travaux d'ailleurs qui se sont intéressés à d'autres villes, comme je l'ai dit, Pékin, Canton, Tianjin, Chengdu ou encore Wuhan, etc., ont très largement contribué à affirmer l'importance de ce moment républicain des villes du pays. Une modernité urbaine à la chinoise se dévoilait alors dans les institutions locales de gouvernement, aussi bien que dans les modes de vie citadins. Et le cosmopolitisme de Shanghai symbolisait tout cela probablement de la manière la plus éclatante. Alors c'est un résumé extrêmement succinct, mais j'aimerais surtout ici faire quelques remarques, non pas pour déprécier ce tableau de la Chine urbaine républicaine, mais simplement pour essayer de montrer ou de mettre le doigt sur quelques-unes des problématiques plus générales qu'il pose en rapport avec l'étude des villes chinoises en général. Alors je dirais en premier lieu que l'écho de ces travaux, de ces études, a été d'autant plus ample qu'il résonnait en terrain découvert. Pour les périodes directement antérieures, en effet, donc essentiellement pour la période des Ming et des Qing, on va dire, aujourd'hui encore, il n'existe pas d'étude historique d'une cité donnée de l'Empire chinois, qui puisse rivaliser en détail et en précision sur quelques décennies à peine avec ce qui a pu être produit pour la période républicaine. Et là, je ne crois pas qu'il faille dire ou qu'il faille penser que c'est un problème d'intérêt de la part des chercheurs, mais il me semble que ça relève aussi de quelques, de conditions qu'on pourrait dire objectives de la recherche. Pour reprendre les mots d'Étienne Balach dans un article de 1954, Étienne Balach dont il sera un peu plus question plus bas, la ville républicaine, c'est, et ouvrez les guillemets, la ville chinoise moderne avec ses institutions municipales, son administration, etc., directement importée ou nettement copiée sur un modèle occidental.
Et donc, fermez les guillemets, hein. Et donc, en raison de la proximité temporelle et de la nature de ces institutions, cette ville moderne, cette ville républicaine, s'avère probablement plus aisée à décrypter pour l'historien contemporain, ce d'autant plus qu'elle a souvent laissé à la postérité une masse considérable de documentation. La ville chinoise classique, elle, donc antérieure aux premiers greffons de modernité urbaine qu'ont implanté les Occidentaux en Chine à partir du milieu du XIXe siècle, dans le cadre, et tout le monde sait ça, des traités inégaux et des ports ouverts au commerce international. Donc cette ville classique est, elle, le produit d'une longue évolution qui la distingue de la ville contemporaine, de la ville républicaine, évidemment, et évidemment de sa consoeur occidentale, puisque l'une et l'autre sont très proches. Donc cette trajectoire distincte a eu une influence déterminante, entre autres choses, sur le type de sources dont dispose l'historien et, par voie de conséquence, sur les thématiques dont il peut se saisir. Et donc, ça paraît évidemment bien normal, si l'historien du fait urbain républicain et l'historien de la ville chinoise des périodes antérieures ne sont pas sur un pied d'égalité en termes de disponibilité des sources, ni même de type de sources qu'ils peuvent utiliser, ils se situent, il me semble, surtout sur deux écliptiques ou deux plans d'analyse très différents. C'est que la rupture de la modernité, à partir du milieu du XIXe siècle, a profondément bouleversé la donne dans le domaine des villes chinoises, comme elle l'a fait d'ailleurs dans bien d'autres domaines. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin sur cette première partie. Je dirais simplement qu'il faut malgré tout, il me semble qu'il faut essayer de dépasser en quelque sorte, il ne faut pas essayer de dépasser, mais simplement il faut s'intéresser aussi bien à l'une qu'à l'autre, c'est-à-dire c'est pas parce que la ville républicaine peut être une ville essentiellement moderne et très proche de ce qu'a pu être la ville occidentale dans son développement historique, cette ville républicaine demeure une pièce essentielle du tableau de l'évolution à long terme du fait urbain classique, et donc elle est nécessaire malgré tout à la compréhension de la transition depuis le modèle de la ville classique. Et je propose maintenant que donc on tourne un peu le regard vers le passé pour voir un peu ce qu'on peut dire de cette ville plutôt chinoise classique. Donc la deuxième période, c'est la période de l'Antiquité et de la féodalité. Et je vais essayer d'accélérer le mouvement. Ici, je commencerai d'abord par une citation d'un article de Michel Cartier qui est un peu, pour les deux périodes qui vont suivre, une sorte de fil rouge. Cet article est intitulé « Une tradition urbaine, les villes dans la Chine antique et médiévale » et il est paru en 1970 dans les annales ESC. Donc j'ouvre les guillemets. « Aussi loin que nous puissions remonter dans l'histoire de la civilisation chinoise, la ville est présente. » Donc, d'une certaine manière, le fait urbain en Chine, fermez les guillemets après présente, évidemment, j'oublie toujours un peu. Le fait urbain donc en Chine est un des éléments constitutifs de la civilisation qui s'y est développée, et on sait aujourd'hui qu'il remonte au moins à la première moitié du deuxième millénaire avant notre ère. Très tôt, évidemment, l'évolution qu'a suivi la ville chinoise classique, bien distincte, comme je l'ai dit, de sa contrepartie occidentale, a attiré l'attention de la communauté des chercheurs. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails, simplement souligner deux aspects, deux points autour desquels les discussions se sont focalisées, il me semble, deux points principaux en tout cas. Le premier, c'est ou serait l'absence de polarisation entre ville et campagne en Chine, et plus généralement plutôt dans la civilisation extrême-orientale, telle que l'a postulé Max Weber. Max Weber, donc, il y a quand même à peu près un siècle. Et je soulignerai simplement ici que Frederick Moty l'a reformulé un peu plus tard, dans les années 70, dans la notion de urban-rural continuum, dans le contexte qu'il donnait à cette notion, dans le contexte donc de la Chine des Ming et des Qing. Et le deuxième aspect qui me paraît important, peut être condensé, il me semble, dans le terme de bourgeoisie. Et il est lié évidemment au fait de savoir si la Chine a connu ou pas, à un moment ou à un autre de son histoire, une classe urbaine distincte des autres composantes de la société, et partageant, et là je cite à nouveau Michel Cartier, une mentalité urbaine, une identité citadine commune, fin de citation, comme évidemment, et c'est la référence permanente, cela a pu être le cas en Europe. Alors je vais simplement rapidement résumer ce que je souhaite dire.
L'auteur sur lequel je me suis principalement appuyé, outre Michel Cartier, ici, pour la féodalité, c'est Marcel Granet, qui a consacré diverses pages à la question des villes de l'Antiquité féodale, dans les livres 2 et 3 de son ouvrage « La civilisation chinoise ». Alors ici, il faut quand même faire une petite remarque. Ce livre est paru en 1929 pour la première fois, à un moment où l'archéologie en Chine, les résultats de l'archéologie tels qu'on les connaît aujourd'hui, n'étaient pas encore disponibles, ou beaucoup moins. Et donc Marcel Granet s'est essentiellement basé sur la tradition textuelle, donc les grands classiques, les grandes chroniques historiques de l'Antiquité, pour en tirer tout un corpus d'informations sur les villes de la période et leur organisation. Donc, ce que j'entends par là, c'est que par la suite, et je vais faire quelques remarques dans ce qui suit, les interprétations qu'il a données, les points de vue qu'il a émis, ont pu être corrigés, revus, revisités, etc. Alors, simplement 2 points, peut-être 3, qu'il me semble intéressant de souligner, parce que Granet, malgré tout, Granet donne là une des premières contributions importantes de la sinologie française à la question de l'origine et du développement des centres urbains dans l'espace chinois. Et donc, un des points qu'il met en avant dès le début, c'est, d'après lui, et il trouve cet aspect dans ses textes, l'opposition précoce entre citadins et villageois. Comme il le dit, 2 points, et j'ouvre la citation, « Les uns sont rustres, les autres nobles ». Évidemment, là, il cite des passages de ses sources. Et se vante de vivre selon les rites, lesquels ne descendent pas jusqu'aux gens du peuple. Alors évidemment, on peut être tenté de voir ici, dès l'amorce, d'une certaine manière, de l'histoire des villes en Chine ou des cités chinoises, une distinction, en fait, entre le monde urbain et le monde rural. Mais comme les recherches archéologiques postérieures ont eu tendance à le montrer, ces cités dont il parle, dont le nombre se multiplie à partir de la dynastie des Zhou, c'est-à-dire à partir de la fin du 2e millénaire avant notre ère, ces cités sont des résidences féodales qui intègrent plus qu'elles n'excluent la ruralité, ou plus qu'elles ne s'opposent à la ruralité. Et puis l'autre aspect que j'aimerais souligner, chez Granet, et sur lequel il insiste passablement, c'est cette idée que l'apparition des villes en Chine, évidemment comme ailleurs, se rapporte à des questions politiques et militaires, c'est-à-dire la ville comme centre administratif d'un territoire, comme symbole du pouvoir, la ville aussi du pouvoir royal ou seigneurial, évidemment, et la ville aussi comme place forte. Mais toujours sur la base de ces sources textuelles, Granet insiste sur la dimension religieuse. Là encore, ce n'est pas forcément un élément particulier à la Chine, mais disons, en tout cas pour Granet, en Chine, c'est un aspect très important. Au cœur de ce qui fait la ville de l'époque féodale pour lui, outre le palais royal ou seigneurial, figure le temple des ancêtres et l'autel au dieu du sol. Et là encore, l'archéologie aujourd'hui, il me semble, n'a pas totalement, en tout cas pour les villes anciennes, n'a pas totalement confirmé ces aspects-là. Et puis un dernier point, c'est, je crois que pour ceux qui s'intéressent un peu à la ville en Chine, la ville classique, c'est cette idée que, là aussi, Granet souligne dans ses sources, cette idée que dès le départ, très tôt, les villes auraient été ordonnancées, créées et construites selon des préceptes, toute une série de préceptes rituels liés donc à toute une série de rites. Or, là aussi, cardinalité, enfin il y a toute une série de préceptes, je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Il semblerait que l'archéologie n'est pas totalement en ligne avec cette position, même si, malgré tout, dans l'histoire urbaine, et je pense notamment aux travaux, aussi bien en Chine qu'ailleurs, sur l'urbanisation et la planification des villes, cette idée demeure extrêmement prégnante, c'est-à-dire qu'il y a eu des préceptes très tôt qui imposaient la manière d'ordonnancer une ville, et notamment une ville capitale. Voilà, et je passe maintenant donc à la dernière partie, j'espère que j'ai encore 2 minutes. Oui, 2. Oui, 2, d'accord. Sinon pas de café, c'est ça? Comme j'en bois pas.
Donc la transition du Moyen-Âge au temps moderne. Donc je l'ai dit, c'est en gros la période qui va du 8e au 13e siècle. Deux noms ici sont associés à cette période, c'est celui d'Étienne Ballatch et celui de Jacques Gernet. Jacques Gernet pour son travail sur la vie quotidienne donc en Chine à la veille de l'invasion mongole. Et Ballatch pour toute une série d'articles qu'il a consacrés à la fois aux foires en Chine, aux villes elles-mêmes et à leurs institutions, et aussi à la question de la naissance du capitalisme dans le pays. Bon, je ne vais pas rentrer ici dans les détails des transformations qui conduisent la Chine à entrer dans ce qu'il est en général convenu d'appeler les temps modernes. Simplement, je soulignerai simplement qu'il y a parmi ces grandes transformations une croissance importante du commerce régional, local, régional et aussi international, avec l'essor du transport maritime, notamment après le tournant du premier millénaire. Et puis, on a une densification conséquente, considérable du réseau des villes, et en particulier de taille inférieure. Et pour rendre compte de l'ampleur de ce mouvement d'urbanisation, notamment les historiens japonais ont pu parler de première révolution urbaine, notamment autour des Song, un petit peu avant, et autour de la dynastie des Song. Alors, Ballatch et Gernet se sont intéressés dans une série de travaux à ces bouleversements et à leurs effets sociaux et même sociétaux, on dira. Et il me semble que là, il y a vraiment, ils ont d'une certaine manière contribué de manière importante en France à cette question de la position de la ville dans l'histoire chinoise. Donc ils se sont intéressés à comment, notamment, à décrire les transformations des villes sous l'effet de l'expansion commerciale et du négoce. Telles qu'elles apparaissent dans les sources dont se sont servis Ballatch et Gernet pour les décrire, les villes des Song, et en l'occurrence il s'agit en partie de Kaifeng, mais surtout de Hangzhou, se distinguent à la fois par une composante commerciale très marquée et par une empreinte de culture citadine très nette. Hein, on considère que cette période du passage des Tang au Song a vu péricliter en quelque sorte le système fort bien régulé des marchés urbains qui avait cours au début de la dynastie des Tang. Sous les Song, donc, ce que Gernet, de manière un peu plus précautionneuse, et Ballatch, en revanche, qui utilise régulièrement sous sa plume le mot de bourgeoisie, ce que tous les deux s'accordent, il me semble, en tout cas, à dire, c'est que la Chine de l'époque a vu éclore et croître une classe de citadins distincte du reste de la société et cherchant même à s'en distinguer. Ils en donnent pour preuve cette vie foisonnante des centres urbains de l'époque, aux activités aussi diverses que variées et aux métiers innombrables, et plus encore cette culture proprement urbaine qui s'autonomise alors, processus dont ils entrevoient le reflet dans les sources qu'ils mobilisent. Ces sources sont des récits de la vie en milieu urbain, de la vie citadine, qui ont été rédigés par des hommes des villes, et dans un style beaucoup plus libre, sinon vulgaire, que les écrits traditionnels des lettrés. Et c'est donc une culture proprement urbaine qui se reflète aussi dans le développement, au cours de cette même transition, de nouveaux genres artistiques, en particulier dans le domaine de la littérature, qui voit s'affirmer à cette époque les débuts du roman et aussi du théâtre populaire, donc là aussi, notamment d'après Ballatch, deux genres non lettrés par excellence, et Ballatch est assez véhément sur ces points-là. Voilà, donc ce dernier moment clé du traitement de l'histoire de la ville chinoise par la sinologie française est lui aussi significatif, portant l'éclairage sur cette rupture, certes pluriséculaire, qui, d'une certaine manière, remet la ville en scène. Un retour en grâce après une possible éclipse qui aurait suivi les débuts du régime impérial. Je ne vais pas rentrer là-dessus, mais simplement, pour certains, le passage au régime impérial, et notamment le début des Han, serait caractérisé par une sorte de désurbanisation, un peu comme la chute de l'Empire romain en Occident a conduit à une forme de désurbanisation entre le 5e et le 8-9e siècle de notre ère. Donc la ville telle qu'elle apparaît en Chine à cette époque le fait dans toute son urbanité, clairement distincte du monde agraire qui l'entoure, mais entretenant des liens avec lui. Une ville dont la structure sociale diversifiée s'affirme par ailleurs énergiquement sur le plan culturel, et je crois que c'est cet aspect-là qu'elle a légué ensuite, qui a été légué ensuite aux périodes ultérieures, notamment les dynasties des Ming et des Qing. Voilà, je vais m'arrêter là, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.